Salam alaikum. Voici donc la quatrième vidéo de la playlist Transmission de l'information. Donc, il sera consacré aux modulations numériques, deux parties. Donc c'est la première partie. Donc je parlerai de trois types de modulation. La modulation Hooke, On-Off Key-In, la modulation FSK, Frequency Shift Key-In, et la modulation BBSK, Binary Phase Shift Key-In. Alors commençons par d'abord préciser le concept de modulation. On a un signal XT de basse fréquence, c'est-à-dire son spectre est concentré autour de la fréquence 0. Voilà, donc XF, le spectre de XT, est un spectre basse fréquence délimité par les deux fréquences Fmax et moins Fmax, et on souhaite le transmettre. Alors, quelles sont les motivations de la modulation? La transmission à grande distance, donc pour transmettre un signal basse fréquence à très grande distance, on est obligé de le moduler. Afin d'éviter les bruits et interférences basse fréquence qui se trouvent dans le canal de transmission et aussi dans la voie hertzienne, il y a trop de signaux, trop d'ondes électromagnétiques, donc il y a des risques d'interférence. Une autre motivation, c'est la dimension de l'antenne de réception. Donc pour recevoir un signal, la dimension de l'antenne est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc plus la fréquence est basse, plus la dimension de l'antenne est élevée. Donc pour avoir une antenne correcte, de dimension correcte, il faut recevoir des signaux HF, haute fréquence. Une autre motivation, c'est l'organisation des canaux des clients. Donc les canaux de transmission. Il y a plusieurs clients qui utilisent le même canal de transmission. Donc, il faut concentrer l'information ou le spectre de chaque utilisateur autour d'une fréquence allouée. Donc, ça permet d'organiser et d'éviter les interférences entre utilisateurs. Alors, il faut essayer de construire à partir du signal BFXT un signal YT de haute fréquence qui a cette forme, donc le spectre du signal souhaité et qui sera transmis. Donc, même forme que le spectre BF, sauf que il est concentré autour d'une fréquence F0 HF. Donc, il faut disposer d'un oscillateur de fréquence F0 qu'on appelle la porteuse qui va porter le spectre BF vers les HF. Il faut que F0 soit très élevé par rapport à Fmax. Donc cet oscillateur combiné au signal BF par l'intermédiaire d'un modulateur, on va construire le signal HF. Donc c'est YT qui sera transmis dans le canal ou dans la voie hertzienne à petite ou grande distance. Alors, avant de passer aux modulations numériques, regardons le modulateur de base. Donc une modulation de base, c'est une multiplication du signal BF par la porteuse cos de pi F0t ou sinus de pi F0t délivré par l'oscillateur. Donc un multiplicateur et un modulateur de base.
Donc on aura comme sortie YT égale XT cos de pi F0T. Donc ça c'est une modulation d'amplitude, c'est-à-dire l'information XT est contenue dans l'amplitude de l'onde YT. Donc le spectre BF, on suppose qu'il a cette forme simple, constant entre moins Fmax et Fmax. Donc si on développe le signal YT, pour voir si effectivement le spectre de YT il est translaté vers les hautes fréquences lorsqu'on multiplie avec une porteuse, YT égale 1,5 XT exponentielle J de pi F0T plus XT exponentielle moins J de pi F0T. Je n'ai fait que décomposer cos de pi F0T en fonction des exponentielles complexes que vous connaissez. Donc je prends la transformée de Fourier de Y et tenant compte des propriétés de la transformée de Fourier, lorsqu'on multiplie un signal par une exponentielle, ça correspond à un décalage dans le domaine des fréquences. Donc on a YF égale XF moins F0, translation à droite de XF, plus XF plus F0, translation à gauche de XF divisé par 2. Donc là, regardez la playlist traitement du signal, donc les vidéos qui expliquent les propriétés de la TF. Donc voilà la représentation du spectre HF grand YF. Donc il y a une réplique autour de F0 et une réplique autour de moins F0. Donc c'est une représentation bilatérale du spectre YF. Maintenant, on peut attaquer les modulations numériques. Le modulateur HOOK, on, off, key-in, ça veut dire qu'il y a deux positions, on et off. Donc le signal BF à moduler, donc XT est déjà un code de ligne. Donc voir la vidéo précédente, codage de ligne. Donc on souhaite transmettre ce signal qui a deux niveaux, racine de EB pour le bit 1, durant la période d'horloge TB, et 0 pendant l'horloge la durée TB pour transmettre le bit 0. Donc le signal à transmettre, c'est une onde binaire à deux niveaux, racine de EB, 0, de période TB. Bien sûr, la transmission, il est aléatoire. Donc les bits 1 et 0 sont aléatoires. Comme on a vu dans la vidéo spectre des codes en ligne, le spectre basse fréquence, c'est un sinus cardinal, voilà, sinus cardinal, dont le lobe principal a une largeur 2 fois 1 sur TB, c'est-à-dire 2 fois D indice B. Donc je rappelle que 1 sur TB, 1 divisé par la cadence de l'horloge, c'est justement le débit binaire à l'émission. C'est le nombre de bits transmis par seconde. La porteuse cos de pi F0T, avec F0, la porteuse HF est très supérieure au débit D indice B. Le signal modulé donc sera YT égale X fois cosinus de pi F0T. Donc c'est ça la modulation HOOK, on-off key-in. Donc on, bit 1, tension racine de EB, off, tension égale à 0, bit 0. C'est une modulation d'amplitude. Donc l'information contenue dans XT est
est multiplié par la porteuse. Donc l'information est confinée dans l'amplitude de YT. Je sais que confiné vous rappelle de mauvais souvenirs, mais c'est le terme approprié. L'information est confinée dans l'amplitude de Y, donc on dit modulation d'amplitude. Regardons maintenant la forme de YT. Donc YT, c'est le signal donc, suivant. Lorsque le bit est nul, on a 0, tension nulle. Lorsque le bit égale 1, on a une oscillation qui dure TB secondes. Alors le spectre HF, donc transformé de la fonction d'autocorrélation de Y, donc c'est un sinus cardinal autour de F0 et occupe une bande 2 fois D indice B. Donc là, on a négligé les lobes secondaires parce que presque la totalité de la puissance du signal est concentrée dans le lobe principal. L'efficacité spectrale de cette modulation Hooke, donc état égale débit sur bande, donc égale D indice B divisé par la largeur de la bande de dB égale 0,5. Bon, réalisation du circuit ou du modulateur Hooke. Donc il y a le code à transmettre qui arrive. Donc 0 lié à la référence de l'émetteur, tension nulle. Là on a la porteuse, le modulateur, donc multiplication. On multiplie le binaire par la porteuse. Et après, ça c'est important, pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans le canal de transmission entre les utilisateurs ou les porteuses voisines, on passe le résultat de la multiplication par un filtre passe-bande autour de F0, donc de module 1 et de largeur 2 dB. Comme ça, on élimine toute possibilité d'interférence avec les canaux voisins. Donc ça nous donne le signal Hooke qui sera donc injecté dans l'antenne de l'émission, c'est-à-dire amplificateur de puissance, etc. Et il sera émis soit dans un canal matériel type fibre optique ou dans l'air, les ondes hertziennes. Bien sûr, à la réception, il faut savoir dénicher l'information qui a été émise. Donc le démodulateur Hooke à la réception. Voyons voir comment sera cette structure du démodulateur. Donc on reçoit le signal Hooke, bien sûr il sera perturbé dans le canal, perturbation, soit des bruits additifs, soit des retards, etc., qu'on a vu dans la première vidéo, transmission d'information. Donc l'antenne de réception reçoit plusieurs signaux, plusieurs porteuses. Nous, on s'intéresse à un autre signal à nous, qui est porté par F0. Donc il y a un passe-bande de largeur 2 dB concentré autour de F0. Alors juste après, comme le signal qui a été reçu est faible, donc on met un contrôleur de gain, contrôle automatique de gain, AGC, Automatic Gain Control. Quel est son rôle? C'est de réguler, donc c'est une boucle qui régule le niveau à la sortie de l'AGC. Donc pour s'assurer qu'on a un niveau lisible de la tension à la sortie de l'AGC. Donc après l'AGC, on a un détecteur de crête.
Donc c'est une simple diode avec un condensateur et une résistance en parallèle et qui sont liés à une tension de référence. Donc ce détecteur de crête a pour rôle de détecter ou de suivre uniquement les maximums de la tension qui est à l'entrée du détecteur. Donc là, en bleu, c'est la sortie du détecteur. Et en rouge, l'entrée du détecteur. Donc il suit les crêtes du signal d'excitation. Donc après, il suffit de comparer. Donc comparer la crête de la sortie du détecteur avec une tension de référence. Donc lorsqu'on trouve qu'elle est positive, ou donc ça veut dire supérieure à la tension de référence, alors on dit que c'est le bit 1. Donc lorsque la différence elle est négative, ça veut dire que la crête détectée est inférieure à la tension de référence, on dit que le bit qui a été émis est 0. Bon, parlons un peu du filtre passe-bande. Donc là, ça concerne le théorème de Nyquist. Interférence entre symboles. Donc le théorème de Nyquist, il s'intéresse au problème de l'interférence entre symboles. C'est-à-dire lorsque des canaux adjacents ayant une largeur de bande donnée autour de porteuses données, quand est-ce qu'on peut éviter le chevauchement de ces canaux et à quelles conditions? La qualité des filtres passe-bande dépend d'un facteur. Donc Nyquist montre que la qualité des filtres passe-bande dépend d'un facteur alpha positif qui s'appelle le roll-off. Alors c'est quoi ce alpha? Donc ça illustre, donc cette courbe illustre le rôle du paramètre alpha. Lorsqu'on conçoit ou on réalise le filtre passe-bande, on essaie de le mettre le plus possible proche de l'idéal. Ça veut dire une constante entre les deux fréquences 1 et moins 1. Donc là, on a des fréquences normalisées par rapport au débit. Donc alpha égale 0 correspond à un passe-bande idéal. Alpha égale 0,5, alpha égale 1, etc. correspondent à des filtres passe-bande réalistes. Donc la forme de la réponse fréquentielle du filtre se rapproche de la forme idéale suivant le facteur alpha. Donc le facteur alpha, comment le lire sur la courbe réponse en fréquence du filtre? Donc c'est l'intersection avec l'axe des fréquences et retranché 1. Voilà. Donc la réponse en fréquence du filtre idéal coupe l'axe des fréquences à la fréquence normalisée 1. Donc alpha égale 0. Alpha égale 0,5, intersection à la fréquence 1,5. Alpha égale 1, intersection de la réponse en fréquence à la fréquence 2. Bon, il y a une tranche ou une bande qui a une largeur de 1 plus alpha. Donc là où les courbes décollent de la forme idéale. Donc pour alpha égale 0,5, la courbe de la réponse en fréquence se sépare du filtre idéal aux fréquences 0,5 et moins 0,5. La largeur égale 1 plus alpha. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le théorème de Nyquist. La bande passante minimum sans interférence est B égale 1 plus alpha fois le débit. Donc pour
éviter les interférences et les chevauchements entre canaux, il faut allouer dans le canal une bande minimale égale à 1 plus alpha d indice B Hertz. L'efficacité spectrale maximale donc qu'on peut avoir est état égal débit sur bande, c'est-à-dire 1 sur 1 plus alpha. Voilà donc le théorème de Nyquist. Donc pour résumer, il faut essayer d'avoir un alpha faible pour avoir un état maximal. Mais pour avoir un alpha faible, donc se rapprocher du filtre passe-bande idéal, c'est pas toujours gratuit. Passons maintenant à un autre outil de définition du récepteur ou du démodulateur. Alors, posons le problème. Donc, le comparateur, il reçoit la crête du signal et compare cette crête à une tension de référence VR pour fournir le binaire. Donc, il décide, il nous donne 0 ou 1. Comment définir la tension de référence VR en pratique? Alors, on effectue des simulations multiples, donc des émissions, réceptions multiples, des tests. Ça nous donne donc des émissions, des réceptions multiples. Ça nous donne ce diagramme. Donc, on émet des 1, des 0 au hasard et on trace les courbes des signaux reçus. Donc, on constate qu'il y a un œil au centre. Donc, ça s'appelle le diagramme de l'œil. Donc, entre le centre et le maximum, le signal qui a été émis est un bit 1, donc d'amplitude racine de EB. En dessous de l'œil, ou du centre de l'œil, c'est une émission du bit 0. Donc, on positionne la tension VR au centre du diagramme de l'œil. Donc, VR va être égal, dans ce cas, à racine de EB divisé par 2. Donc voilà, le récepteur ou le démodulateur, quand il va recevoir la crête, il va la comparer à racine de EB sur 2. Si c'est positif, il va dire le bit 1. Si c'est négatif, il va dire bit 0. Bien sûr, il y a une probabilité d'erreur calculable en fonction de la fonction ERFC qu'on a vue dans la première vidéo ou la deuxième de la playlist transmission de l'information. Alors, deuxième type de modulateur, le modulateur FSK. Frequency Shift Gain. Donc, c'est un modulateur à décalage de fréquence. Alors, le signal, avant de le moduler FSK, il faut le coder. Donc, le bit 0 est codé par l'onde racine de EB cos 2 pi FST. Ça s'appelle l'onde space, donc 0 space. Fs est la fréquence qui pointe le bit 0. Le bit 1 est codé par la même onde, mais de fréquences différentes. Racine de EB cos 2 pi FMT. Et on appelle cette onde l'onde Mark, donc correspondant au bit 1. Donc F indice M, Mark, F indice S space, deux fréquences distinctes. Donc l'information est confinée dans la fréquence de l'onde. Voilà une forme d'une séquence. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. À chaque fois, c'est la fréquence de l'onde qui change. Donc il y a une fréquence supérieure et une fréquence inférieure. C'est une modulation de fréquence. La fréquence FM est supérieure à Fs.
Donc le modulateur FSK, comment il est conçu? Donc on a deux oscillateurs à deux fréquences FS-FM et on les présente à l'entrée d'un switch. Lorsque le bit est égal à 1, donc on switch vers FM. Lorsque le bit est égal à 0, on switch vers FS. Donc c'est un switch commandé par le signal à émettre, c'est-à-dire les bits 0, 1, et ça nous donne le signal FSK. Alors regardons le spectre du signal FSK. Donc comme on a deux ondes à deux fréquences différentes, donc on aura un sinus cardinal autour de Fs superposé à un sinus cardinal autour de Fm. Donc la largeur totale occupée par le signal FSK, donc c'est Fm moins Fs plus 2 dB. Donc c'est l'écart entre les deux fréquences de modulation plus 2 fois le débit. C'est la bande occupée par le spectre du signal FSK. Efficacité spectrale de cette modulation. Donc si on note delta F, l'écart entre Fm et Fs, on aura état égal dB, le débit, sur la bande, c'est-à-dire delta F plus 2 dB. Donc pour minimiser, pour augmenter l'efficacité spectrale, il faut minimiser l'écart delta F. Il faut rapprocher la fréquence FM à la fréquence Fs. Donc bien sûr, au risque de tomber dans une interférence entre les deux sinus cardinales. Alors, état est maximal sans interférence lorsque delta F égale dB. Donc lorsqu'on rapproche Fm à Fs jusqu'à avoir un écart égal d indice B, état est maximal, sans interférence. Donc on peut avoir un état supérieur, mais avec interférence. Et état max égale d indice B sur d indice B plus 2 indice dB égale 0,33. Donc c'est l'efficacité spectrale maximale sans interférence. Donc voilà la forme du spectre FSK lorsqu'on choisit delta F égale dB. Donc en vert, on a le spectre de la suite de bits 0, Fm en bleu, en turquoise, le spectre de la suite aléatoire de bits 1. Donc en rouge, c'est l'addition des deux spectres. Donc là, à peine on fait la différence entre les bits. On évite les interférences. Donc si vous prenez delta F inférieur à dB, vous risquez de tomber sur des interférences et donc des erreurs de décision. Bon, une variante de la FSK, c'est le modulateur MSK, Minimum Shift Gain. C'est une FSK à phase continue. Alors, on s'explique. Donc le FSK, lorsqu'on envoie un bit 1, donc on a une fréquence. Lorsqu'on envoie immédiatement après 0, on a une autre fréquence. Donc il y a une discontinuité dans la phase. Le passage d'une période à l'autre, il y a une discontinuité. MSK, on assure une continuité de la phase. Donc on corrige la phase du bit suivant pour avoir une onde continue. Donc à quel prix? Eh ben, il faut choisir delta F égale dB sur 2, la moitié de dB. Donc une bande occupée de 5 dB, donc une efficacité spectrale égale 0,4, donc supérieure à 0,33. Mais ça au prix d'interférence entre symboles. Démodulateur FSK, bien sûr, il faut savoir démoduler le signal
pour avoir une idée globale sur le modem FSK. Donc, comment on va construire la démodulation FSK. Alors, le récepteur va recevoir une onde qui a cette forme. Donc, le signal FSK est reçu. Il y a deux branches. Donc, le démodulateur comporte deux branches. Une branche qui contient un passe-bande autour de Fs, suivi d'un détecteur de crête, et une autre branche avec un passe-bande autour de Fm, suivi d'un autre détecteur de crête. Après, on fait une comparaison. Lorsque la différence est négative, c'est le bit 0 qui a été émis. Lorsque la différence est positive, c'est le bit 1 qui a été émis. Donc, regardons en détail. Supposons que le récepteur reçoit le bit 0. Donc, l'onde racine de E, cos de pi f s t. Alors, la branche supérieure, le passe-bande laisse passer l'onde, puisqu'il est autour de Fs. La branche inférieure, le passe-bande autour de Fm ne laisse pas passer le signal, puisqu'il est autour de Fm. Donc, il étouffe tout ce qui est en dehors de Fm. Donc, la branche supérieure, le détecteur de crête va détecter V. Deuxième branche, il va détecter 0. Donc, la différence égale moins V. Pour le bit, si on reçoit le bit 1, donc c'est l'inverse. La branche supérieure, il y a 0 qui passe. La branche inférieure, il y a V à la sortie du détecteur. Donc la différence égale plus V. Donc bit 1, bit 0. Lorsque la sortie du comparateur est négative, c'est le bit 0. Lorsqu'elle est positive, c'est le bit 1. Donc c'est la structure du modem FSK. Alors, troisième et dernier type de modulateur dans cette vidéo, dans cette première partie de modulation numérique, le modulateur BPSK, Binary Phase Shift Keying. Donc on a vu une modulation d'amplitude, FSK en modulation de fréquence. Là, c'est une modulation de phase. Ça veut dire que l'information sera confinée dans la phase de la porteuse. Donc le bit 1 est codé par racine de EB sinus de pi f0t. Le bit 0 est codé par racine de EB sinus de pi f0t plus pi. Donc lorsqu'il y a un déphasage de pi, ça veut dire que c'est le bit 0. Donc on dit phase shift keying. Donc la forme d'une séquence émise, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Donc pour 0, c'est une sinusoïde. Pour 1, c'est l'opposé, puisque un déphasage de pi correspond à une multiplication par moins 1. Occupation de la bande passante du canal. Donc c'est autour de F0, une largeur 1 plus alpha d indice B. Alpha, le roll-off du passe-bande. La forme du modulateur. Donc là, on a la porteuse, sinus de pi f0t. Et puis, l'onde binaire codée en NRZ. Donc deux niveaux, racine de EB bit 1 moins racine de EB bit 0. Donc c'est un codage en ligne non remise à 0, NRZ. Donc qu'on multiplie par la porteuse fournie par l'oscillateur. Et puis qu'on laisse passer dans un passe-bande pour éliminer les transmissions adjacentes. Et ça nous donne le BPSK. Des modulateurs BPSK cohérents.
Alors, cohérent veut dire que le récepteur connaît la fréquence porteuse F0 à l'émission. Donc, il y a une cohérence entre l'émetteur et le récepteur. Ils connaissent tous les deux la fréquence porteuse. Donc, détaillons un peu. Donc, à l'entrée du récepteur, il y a le fameux passe-bande autour de la porteuse F0. Donc, on a le BPSK, le signal YT, qui a la forme racine de EB sinus de pi F0T plus phi, avec phi appartenant à 0 pi. Donc, soit c'est 0, soit c'est pi, soit c'est le bit 1, soit c'est le bit 0. Il sera multiplié par sinus de pi F0T qui est fourni par un autre oscillateur contenu dans le récepteur. Donc ZT égale YT fois sinus de pi F0T égale racine de EB sinus de pi F0T fois sinus de pi F0T plus phi. Donc on va essayer d'extraire le phi. C'est pour ça qu'on a multiplié par sinus de pi F0T. Alors, produit des sinus, c'est la différence entre deux cosinus. Donc regardez les propriétés trigonométriques de sinus et cosinus. On en déduit ZT égale racine de EB divisé par 2 cos 4 pi F0T plus phi moins racine de EB sur 2 cos phi, qui est une constante. Donc l'information est contenue dans le cosinus phi. Donc il faut éliminer le premier terme de Z de t, c'est-à-dire l'onde cos 4 pi F0T plus phi. L'onde cos 4 pi F0T plus phi est une onde qui a une fréquence 2 fois F0. Donc il suffit de mettre un passe-bas de fréquence de coupure inférieure à 2F0 et ZT sera filtré et on garde juste la constante moins racine de EB sur 2 cos phi à la sortie du passe-bas. Donc lorsque le bit 1 est reçu, on aura moins racine de EB sur 2 cos phi égale moins racine de EB sur 2 cos 0, donc égale moins racine de EB sur 2. Et lorsque c'est le bit 0 qui a été reçu, moins racine de EB sur 2 cos phi égale racine de EB sur 2. Parce que cos pi égale moins 1. Et après, on fait une comparaison. Donc le comparateur, il va comparer avec 0. Quand c'est positif, c'est le bit 0. Quand c'est négatif, c'est le bit 1. Donc c'est le modem BPSK. Diagramme de Ley de la BPSK. Donc racine de EB moins racine de EB, donc c'est 0. Donc c'est trivial. Donc le centre du diagramme correspond à une tension de référence qui est égale à 0. Le modem BPSK est robuste vis-à-vis du bruit de canal. Donc il y a peu d'erreurs de décision. Parce que l'œil du diagramme est bien loin des deux extrêmes racine de EB moins racine de EB. Donc tout à l'heure, VR était proche des extrêmes avec une distance racine de EB sur 2. Là, c'est racine de EB. Donc il est plus robuste que la modulation précédente. Voilà, merci. Donc la prochaine vidéo 5/6 sera consacrée à la modulation numérique, partie 2. Donc je parlerai des modulations PSK, phase shift keying, donc les modulations de phase en général. ASK, amplitude shift keying, modulation d'amplitude numérique. Modulation CAM, quadrature, amplitude modulation, donc avec les constellations, etc.